19 septembre 1944. Dans la campagne de Lorraine, dans l'est de la France, un épais brouillard blanc envahit les champs avant le lever du soleil. La visibilité est inférieure à 50 mètres. 200 chars Sherman américains sont à l'arrêt, à court de carburant, retranchés dans le sol. Ils ne peuvent ni avancer, ni battre en retraite. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est attendre. Surgissant du brouillard, 280 chars Panther allemands, le blindé le plus redouté du front occidental. Des canons plus gros, un blindage plus épais, une plus longue portée, supérieure en tout point. Les chances sont brutales. Tout le monde dit qu'il faut 5 Sherman pour détruire un Panther et que 4 de ces 5 Sherman brûleront en essayant. Les calculs prédisent un massacre. Mais 10 jours plus tard, les chiffres sont inversés. 281 chars allemands sont détruits. Seuls 48 Sherman sont perdus. Le ratio de perte est de 6 contre 1 en faveur des Américains. Comment cela a-t-il pu arriver? C'est l'histoire de la bataille que l'armée américaine a failli enterrer. Celle qui a prouvé que la tactique, l'entraînement et le travail d'équipe peuvent battre la technologie. La bataille qui a transformé les prétendus pièges mortels en équipages de chars les plus redoutables d'Europe. C'est la bataille d'Haracourt. Et elle a réécrit tout ce qu'on pensait savoir sur la guerre blindée. En septembre 1944, chaque équipage de chars américains en France avait entendu le même surnom, Briquet Ronson. Le char Sherman, plaisantait-il sinistrement, s'allume du premier coup à chaque fois. Les Britanniques l'appelaient le Tommy Cooker, le réchaud à Tommy. Le message était clair. Si un Sherman était touché, il brûlait. Ce n'était pas que des blagues. Elles étaient forgées dans le feu du bocage normand, où les Sherman avaient affronté des tigres, des panthères et des embuscades à chaque lisière d'arbres. Dans de nombreux bataillons blindés, les taux de perte avaient dépassé 50%. Certains équipages ne tenaient pas une semaine. Les chiffres étaient mauvais. Le canon de 75 mm du Sherman ne pouvait pénétrer le blindage frontal d'un Panther qu'à courte portée, environ 300 à 500 mètres, et seulement de côté. Mais le long canon de 75 mm du Panther pouvait détruire un Sherman à plus de 2000 mètres en plein front. Les tankistes croyaient qu'il fallait 5 Sherman pour tuer un Panther, et que 4 de ces Sherman brûleraient en essayant. Ce n'était pas toujours vrai, mais ça en avait l'air. Et quand vous êtes dans la trappe à regarder vos amis disparaître dans les flammes, les sentiments comptent plus que les statistiques. Les équipages ont commencé à appeler leurs propres chars des cercueils roulants. Ils ont tout essayé pour survivre. Des sacs de sable, des maillons de chenilles soudés, des rondins attachés sur les côtés pour une protection supplémentaire. Ils peignaient les caisses de munitions pour pouvoir saisir plus rapidement les obus perforants sous la pression. Certains retiraient complètement les obus explosifs. Le but n'était pas la victoire. Le but était de rester en vie. Mais ce qui était pire, ce qui transformait la peur en frustration, c'était que le haut commandement refusait d'agir. Le département de l'artillerie américain avait entendu les plaintes. Il savait que le Sherman était sous-armé, mais il s'en tenait à la doctrine. Le Sherman n'était pas destiné à combattre des chars, soutenait-il. C'était une plateforme de soutien d'infanterie. Les chars ennemis étaient l'affaire des chasseurs de chars. Les M10, les M18L4, les M36, pas le Sherman. Ajouter un plus gros canon rendrait le Sherman plus lourd, plus lent, plus difficile à produire. Il disait que tout l'intérêt était la mobilité, la production de masse. Le garder simple, le garder bon marché. Mais les hommes à l'intérieur des chars ne se sentaient pas bon marché. Ils se sentaient sacrifiables. À l'automne 1944, cette tension était devenue insupportable. Les histoires des chars allemands comme Michael Wittmann semaient la peur dans les rangs alliés. À Villers-Bocage, le Tigre de Wittmann avait détruit plus d'une douzaine de chars britanniques en quelques minutes. Le récit a voyagé à travers les divisions comme une histoire de fantôme. Si un seul Tigre pouvait faire ça, que pourrait faire une brigade entière de Panthers? Et puis est arrivé le pire moment de tous. Le carburant s'est épuisé. La 3e armée de Patton avait traversé la France à toute vitesse, brisant les lignes allemandes, mais elle avait dépassé ses lignes de ravitaillement. Et quand le carburant s'est tari, l'avancée s'arrêta net. 200 chars Sherman de la 4e division blindée étaient immobiles près de la ville française d'Haracourt. Ils ne pouvaient ni bouger, ni reculer, ni manœuvrer. Ils se sont retranchés dans des positions défensives, en défilement de tourelles, en attendant. De l'autre côté des lignes, les Allemands ont vu leur chance. Un moment rare. Le brouillard arrivait. Le ciel était gris. Les Américains ne pouvaient pas faire appel au soutien aérien. Et leurs chars ne bougeaient pas. Les Panthers se mirent en marche. Pour les hommes de la 4e division blindée,
Cela ressemblait à un suicide. Mais ils avaient une chose que les Panthers n'avaient pas. Ils avaient appris à la dure pendant des mois. Ils avaient des radios dans chaque char. Ils avaient l'expérience du champ de bataille. Et ils savaient que le combat venait à eux. Ce ne serait pas une autre retraite. Cette fois, ils seraient prêts. À la mi-septembre, la 4e division blindée se retrouva littéralement coincée. Les chars étaient en position. Les équipages étaient expérimentés. Les hommes étaient prêts, mais ils n'avaient pas de carburant. L'armée de Patton avait avancé plus vite que quiconque l'aurait cru possible. Elle avait traversé la France, brisé les lignes allemandes de la Normandie à la Moselle. Mais la vitesse avait un coût. Les camions de carburant, des milliers d'entre eux dans le Red Bull Express, ne pouvaient tout simplement pas suivre. Les ordres du haut commandement étaient clairs. La priorité en carburant allait au nord, à l'opération Market Garden de Montgomery, une offensive aéroportée ambitieuse à travers la Hollande destinée à mettre fin à la guerre avant Noël. Les chars de Patton se sont donc arrêtés, retranchés près d'une petite ville de carrefour tranquille appelée Haraucourt. Ce n'était pas le genre d'endroit où l'on s'attendait à entrer dans l'histoire. Il n'y avait pas de grandes routes, pas de rivières, juste des terres agricoles vallonnées, des crêtes basses et quelques villages en pierre. Mais pour les Allemands, Haraucourt ressemblait à un cadeau. Leur service de renseignement leur disait que les forces de Patton étaient trop étendues, à court de ravitaillement, exposées. Et avec le temps nuageux clouant au sol le soutien aérien allié, c'était peut-être leur seule chance de briser les Américains avant l'arrivée de l'hiver. Adolf Hitler ordonna une contre-attaque. Le plan venait de la 5e armée Panzer sous le commandement du général Assaut von Montefeld. 2 nouvelles brigades Panzer furent créées, la 111e et la 113e. À elles deux, elles alignaient près de 300 chars, dont plus de 100 Panthers, des blindés flambants neufs, fraîchement peints, prêts à frapper. Mais il y avait un problème. Les équipages étaient novices. Beaucoup n'avaient que quelques semaines d'entraînement. Certains n'avaient jamais tiré au combat. Les Panthers étaient puissants, mais c'étaient des machines complexes, sujettes aux pannes, difficiles à entretenir, et leur radio était limité. Seuls les chars de tête de chaque peloton en avaient une. Pourtant, les Allemands croyaient avoir l'avantage. Ils avaient de meilleurs chars. Ils avaient l'effet de surprise. Et surtout, ils croyaient que les Américains ne se battraient pas. Pas sans carburant. La nuit, sous le couvert de l'obscurité et du brouillard, les colonnes allemandes commencèrent à se déplacer. Les Panthers en tête, l'infanterie et les véhicules de soutien derrière. Ils visaient Haraucourt, espérant percer un trou droit à travers les lignes américaines. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce que leurs cartes ne montraient pas, c'est que les Américains n'étaient pas pris au dépourvu. Le major-général John S. Wood, commandant de la 4e division blindée, n'aimait pas rester immobile. C'était un chef agressif, surnommé Professeur Wood pour son style cérébral. Mais ses soldats le connaissaient mieux. Quand il vit les lignes de ravitaillement s'étrangler, il n'a pas paniqué. Il a planifié. Il ordonna à chaque Sherman de se mettre en position défensive. Retranché, en défilement de tourelles, avec des couloirs de tir préciblés, des coordonnées d'artillerie prêtes, des radios testées et retestées. Wood savait ce qui allait arriver. Peut-être pas l'heure exacte, mais le brouillard, le silence, les renseignements. Tout indiquait une chose, une poussée blindée allemande. Alors, les Sherman attendirent. Le 19 septembre, alors que l'aube se levait et que le brouillard s'installait, les Panthers approchèrent. Mais au lieu de rouler sur un ennemi surpris, ils étaient sur le point de foncer dans un piège. Le Panther et le brouillard. Le Panther allemand était conçu pour dominer. Long, élancé et mortel, il portait un canon à haute vélocité de 75 mm qui pouvait détruire un char Sherman à 2000 mètres d'un seul coup. Son blindage frontal était presque impossible à pénétrer. Il était plus rapide qu'un Tigre, mieux protégé qu'un Panzer IV et terrifiant pour tout tankiste allié qui le voyait déferler à l'horizon. Sur le papier, il était parfait. En réalité, il était compliqué. Le blindage du Panther était incliné pour la déflexion, mais ses flancs et son arrière étaient minces. Son canon était puissant, mais lent à tourner. Son moteur était rapide, mais fragile. Sa transmission et sa commande finale étaient connues pour leur panne, et son poids le rendait vulnérable sur terrain meuble. Si un Panther s'enlisait dans la boue, il était coincé. Mais le plus grand défaut était celui-ci. Le Panther était conçu pour le combat à longue distance. Il avait besoin de visibilité. Il avait besoin de champs ouverts. Il avait besoin de distance. Le matin du 19 septembre, les Allemands n'avaient rien de tout cela. Alors qu'ils avançaient vers Haraucourt, le brouillard s'installa, épais, descendant de la Moselle comme un mur gris. La visibilité chuta à moins de 100 mètres. Par endroits,
moins de 50. Les Panthers avançaient maintenant à l'aveugle. Seul le char de tête de chaque peloton avait une radio. Les autres suivaient en formation. La doctrine était rigide. Attaquer en colonne, garder les distances, faire confiance au char de tête. Mais la doctrine n'aide pas quand on ne voit pas ce qui se trouve devant. Les tankistes américains, quant à eux, étaient prêts. Leur Sherman était en position de défilement de tourelles, moteur chaud, canon pointé. Ils avaient des champs de tir préciblés. Ils avaient de l'artillerie en attente et surtout, ils avaient des radios. Chaque char, chaque chef de peloton, chaque tireur pouvait parler instantanément. Vers 7 heures du matin, les premiers Panthers apparurent hors de la brume. Ils avançaient lentement. Pas d'éclaireurs en avant, pas de flanc-garde, juste des colonnes de blindés avançant, s'attendant à peu de résistance. Ce qu'ils trouvèrent à la place fut une zone de la mort. À 75 mètres, les tireurs des Sherman ouvrirent le feu. Des obus perforants s'écrasèrent sur les flancs des chars de tête. 2 Panthers explosèrent en quelques secondes. Leurs équipages tentèrent de riposter, mais ne trouvaient pas de cible. Le brouillard transformait les éclairs de bouche en fantômes. Le son se répercutait sur les collines. La visibilité ne signifiait rien. La ligne allemande ralentit. La confusion se propagea. Les commandants des Panthers ne pouvaient ni voir, ni se coordonner, ni flanquer. Ils s'étaient entraînés pour des duels à distance. Ils se retrouvaient maintenant dans un combat au couteau, et les Sherman étaient en train de le gagner. À courte portée, le canon de 75 mm du Sherman pouvait pénétrer le flanc ou l'arrière d'un Panther. Et grâce à leur radio, les équipages américains pouvaient coordonner des attaques de flanc, se couvrir mutuellement et se repositionner rapidement, tirer et se déplacer. Pendant ce temps, la tourelle du Panther tournait lentement. Il fallait plus de temps pour la faire pivoter, et dans le chaos, les équipages allemands tiraient souvent sur des positions vides où les Sherman s'étaient déjà déplacés. Le brouillard n'a pas seulement aveuglé les Allemands, il a complètement inversé le rapport de force. Un char conçu pour les plaines ouvertes de Russie était maintenant impuissant dans les chemins étroits et les collines de Lorraine, ses avantages effacés, ses faiblesses exposées. Et ce n'était que le début. En milieu de matinée, plus d'une douzaine de chars allemands brûlaient. Des colonnes de fumée noire s'élevaient dans la brume. Les observateurs américains ne pouvaient même pas compter combien de victimes ils avaient faites. C'était trop chaotique, mais ils savaient une chose. Le Panther n'était pas invincible. Pas ici. Pas aujourd'hui. L'attaque allemande devait être un choc rapide, une percée, l'effondrement de la ligne américaine. Au lieu de cela, ce fut la confusion et le feu. Alors que d'autres colonnes de Panthers se dirigeaient vers les lignes américaines, le brouillard restait épais. La visibilité est restée inférieure à 100 mètres. Les Allemands ne pouvaient pas se déployer en formation de combat appropriée. Ils ne pouvaient pas voir l'ennemi et ils ne pouvaient pas se parler. Seul le char de tête avait une radio. Si ce char était détruit, et beaucoup le furent, tout le peloton était sourd et aveugle. Les Sherman en profitèrent pleinement. Ils ne tiraient pas seulement depuis des positions abritées. Ils coordonnaient des embuscades en temps réel. Les communications radio bourdonnaient sur les fréquences de la 4e division blindée. Des pelotons signalant les positions ennemies, coordonnant des attaques de flanc, demandant de l'artillerie ou de la fumée. Les Allemands se battaient selon la doctrine. Les Américains se battaient avec initiative. Voici comment ça fonctionnait. Lorsqu'un Panther approchait, un Sherman l'engageait de face. L'obus ricochait, bien sûr, mais ce n'était pas le but. Le but était d'attirer l'attention, de faire tourner le Panther. Pendant ce temps, 2 autres Sherman, déjà en mouvement, attaquaient par les flancs. Au moment où la tourelle du Panther se déplaçait, des obus perforants arrivaient à 90 degrés, droit dans son blindage de flanc plus mince. Le résultat, pénétration, explosion, destruction. Si le Panther survivait au premier coup, il survivait rarement au second. Une autre tactique, tirer et se déplacer. Les tireurs de Sherman, prévisés en attente, tiraient 1 ou 2 obus, puis le char reculait immédiatement et se repositionnait. Les équipages de Panther ripostaient, mais au moment où ils tiraient, le Sherman était parti. Et d'un autre angle, un autre Sherman ouvrait le feu. Dans certains secteurs, les Sherman n'attendaient pas que les Panthers apparaissent. Ils demandaient d'abord l'artillerie. Des coordonnées préenregistrées couvraient les routes et les carrefours de tirs indirects. Les chars allemands avançaient dans la fumée et les éclats d'obus, déjà déséquilibrés, déjà à moitié aveugles. Dans un village, l'infanterie américaine avec des bazookas et des mines anti-chars a frappé les blindés allemands depuis les ruelles et les rues secondaires. Les Panthers qui tentaient de flanquer étaient canalisés dans des zones de la mort. Les champs qui semblaient vides étaient couverts par des chars cachés derrière les arbres.
Le terrain favorisait les Américains. Des collines vallonnées, de hautes haies, des vergers et d'étroits chemins de ferme. Les Sherman étaient retranchés, camouflés, prépositionnés. Et les Allemands, ils étaient en mouvement, en colonne, sans renseignement réel, sans visibilité, sans flexibilité. Le champ de bataille est devenu un cimetière. Panteur après panteur a été détruit en succession rapide. Des carcasses noircies bloquaient les routes. Des flammes rugissaient à travers les tourelles. Les équipages évacuaient sous le feu. Dans de nombreux cas, ils ne savaient même pas ce qui les avait frappés. En milieu de matinée, le brouillard a commencé à se lever. Ce qu'il a révélé était stupéfiant. Des chars allemands dispersés à travers la campagne, brûlant, hors de combat, abandonnés. Certains avec les écoutilles encore ouvertes, d'autres avec des membres d'équipage affalés à moitié dehors, d'autres encore fumant avec les munitions qui explosaient à l'intérieur. Les tankistes américains n'en croyaient pas leurs yeux. Pendant des mois, ils avaient craint ces machines. Entraînés à considérer les Panthers comme invincibles, à s'attendre à des pertes, à accepter l'infériorité. Mais maintenant, les Panthers mouraient rapidement, et les Sherman étaient toujours debout. Quelque chose avait changé. Le mythe s'était fissuré. Et les tankistes de la 4e division blindée n'en avaient pas encore fini. L'après-midi du 19 septembre, le champ de bataille autour d'Haracourt ressemblait aux débris d'une tempête d'acier. La fumée planait bas sur la campagne française. Le brouillard s'était dissipé, mais la brume de carburant brûlé et de caoutchouc calciné emplissait l'air. Le bruit des moteurs de chars s'était estompé, remplacé par le crépitement du feu, le sifflement du métal surchauffé et le tonnerre occasionnel de l'artillerie qui tombait encore au loin. Les unités blindées allemandes avaient été anéanties. La 111e brigade Panzer, qui était entrée dans la journée avec près de 75 chars, principalement des Panthers, avait perdu plus de la moitié de ses effectifs au coucher du soleil. Plus de 40 Panthers étaient confirmés détruits ou hors de combat. Certains avaient été abandonnés après des pannes mécaniques. D'autres avaient été touchés directement, brûlés de l'intérieur. Pour les équipages de la 4e division blindée, cela ne ressemblait pas à une victoire au début. Le rythme des combats avait été si intense, si chaotique, que peu avaient eu le temps de réfléchir. De nombreux équipages n'ont réalisé l'ampleur des dégâts qu'ils avaient infligés qu'en sortant de leur position et en voyant le nombre impressionnant de carcasses calcinées à travers les champs. Voici à quoi ressemblait un engagement typique. Près du village de Réchicourt, une colonne de Panthers avançait avec confiance. On leur avait dit que les Américains étaient à court de carburant, vulnérables, susceptibles de se replier. Mais 3 Sherman attendaient en embuscade, camouflés, moteurs éteints, canons pointés sur le chemin. Le Panther de tête apparut à travers les arbres. Le premier Sherman tira directement sur la plaque frontale. L'obus ricocha. La tourelle du Panther commença à pivoter en réponse. Trop tard, les 2e et 3e Sherman tirèrent simultanément sur le flanc et l'arrière. Un obus toucha le râtelier à munitions. Le char explosa instantanément, la tourelle projetée dans le ciel. Le Panther suivant s'avança aveuglément dans le même piège. Il connut la même fin. Dans tout le secteur, ce schéma s'est répété. Les commandants allemands ont essayé de pousser en avant, de renforcer, de coordonner une contre-poussée. Mais sans radio dans la plupart des chars, ils ne pouvaient pas répondre assez vite. Sans reconnaissance, ils fonçaient dans des zones de la mort invisible. Et sans soutien aérien, ils n'avaient aucune idée de ce à quoi ils faisaient face. Les tankistes américains sont restés mobiles, sont restés flexibles, ont utilisé leur radio comme des armes, repérant des cibles, ajustant leur position, demandant de l'artillerie et suivant chaque mouvement allemand. Et les Panthers, ils continuaient à venir parce que les ordres d'Hitler étaient simples. Poursuivre l'attaque. Même si les pertes s'accumulaient, même si des colonnes de fumée marquaient chaque kilomètre du front, le haut commandement allemand refusait de s'adapter. Il croyait que les Panthers étaient invincibles, que la technologie l'emporterait. Mais dans les champs autour d'Haracourt, ces chars sont devenus des tombes. Les équipages de Sherman commencèrent à réaliser que quelque chose avait changé. Ils survivaient, ils gagnaient, et chaque Panther détruit racontait la même histoire. Ce n'était pas une question de blindage. Ce n'était pas une question de canon. C'était une question d'expérience, de tactique, et de savoir comment mener la guerre dans laquelle ils se trouvaient, pas celle pour laquelle ils s'étaient entraînés. Les Américains réécrivaient les règles, et les Panthers mouraient par dizaines. Mais ce n'était que le premier jour. D'autres attaques allaient suivre, et les hommes de la 4e division blindée étaient prêts. 10 jours de tonnerre. Les Allemands ne se sont pas arrêtés. Ils ne le pouvaient pas. Hitler avait ordonné une contre-offensive à grande échelle pour briser l'avancée américaine et rétablir le front.
Ainsi, même après avoir perdu des dizaines de chars le 19 septembre, ils ont redoublé d'efforts. Le 20 septembre, d'autres blindés allemands ont avancé. Cette fois, la 113e brigade Panzer est entrée dans la bataille. Des chars neufs, des équipages neufs, les mêmes ordres, percés à Haraucourt. Mais le champ de bataille n'avait pas changé. Le brouillard s'accrochait toujours aux vallées chaque matin, et les Sherman attendaient toujours. À ce stade, les tankistes de la 4e division blindée avaient appris chaque lisière d'arbres, chaque crête, chaque route que les Allemands pourraient utiliser. Ils avaient combattu sur ce terrain pendant des jours. Certaines positions avaient déjà été ajustées et renforcées. Le soutien d'artillerie était plus rapide. La coordination était plus affûtée. Les Américains s'amélioraient. Les Allemands, eux, se vidaient de leur sang. Chaque jour suivait un rythme. Brouillard matinal, attaque allemande, embuscade américaine, carcasse fumante à midi. Le 22 septembre, les Américains ne se contentaient plus de réagir. Ils contre-attaquaient. De petits pelotons de Sherman, coordonnés par radio, lançaient des poussées de flanc, coupaient les lignes de ravitaillement ennemies et frappaient les Panthers en retraite à l'arrière. Des unités d'infanterie avec des bazookas tendaient des embuscades aux véhicules de soutien allemands et capturaient des camions de carburant. Le 23 septembre, le brouillard a commencé à se lever et le ciel s'est ouvert. Des chasseurs-bombardiers américains rugirent au-dessus de leur tête. Des P-47 Thunderbolts armés de roquettes et de bombes de 500 livres se sont joints à la mêlée. Les chars allemands, maintenant exposés sans couverture aérienne, étaient des cibles faciles. Les pilotes américains tournoyaient au-dessus, piquant sur les colonnes et les martelant depuis le ciel. Les tankistes ont regardé les Panthers exploser sous les coups directs de roquettes. Les équipages évacuaient et couraient vers les arbres. Les champs ouverts qui avaient autrefois favorisé les canons allemands se sont maintenant transformés en zone de la mort pour l'aviation alliée. Le 25 septembre, les Allemands ont changé de tactique. Ils ont tenté de flanquer les lignes américaines, d'attaquer depuis l'est à travers des zones boisées et de frapper l'arrière. Mais ils ont oublié à qui ils avaient affaire. Chaque Sherman avait une radio. Chaque peloton pouvait pivoter en quelques minutes. Le combat commande a détecté le mouvement allemand, l'a relayé sur toute la ligne et a repositionné les défenses avant même que les Panthers ne puissent arriver. Les Allemands ont foncé droit dans une autre embuscade, un autre cimetière. Chaque jour, plus de chars allemands étaient perdus. Chaque jour, les Américains s'adaptaient plus vite. Et le Panther, autrefois craint, était devenu prévisible. Le 29 septembre, la 5e armée Panzer a fait une dernière poussée. Ces dernières réserves opérationnelles, ce qui restait des 111e et 113e brigades Panzer, ont été engagées dans la bataille. Cela n'a pas fait de différence. Les lignes américaines ont tenu. Les Sherman ont continué à tuer. Dans certaines zones, les officiers allemands ont refusé d'avancer. Certains chars ont fait demi-tour. D'autres ont été capturés intacts après que les équipages les aient abandonnés en pleine attaque. Haraucourt était devenu un terrain d'essai, non pas pour le blindage, mais pour les idées. La tactique plutôt que la force brute. La communication plutôt que la complexité. L'adaptation plutôt que l'arrogance. Et en 10 jours de combat, ces idées ont eu des conséquences. Le décompte final, confirmé par des photos aériennes, des registres d'unités et des décomptes physiques d'épaves, était stupéfiant. 281 véhicules blindés allemands détruits. Environ 180 étaient des Panthers. Le reste comprenait des Panzer IV, des canons d'assaut et des véhicules de soutien. Pertes américaines, 48 Sherman détruits. Plus de 100 endommagés, mais la plupart ont été réparés et remis en service en quelques jours. Le ratio de pertes, 6 contre 1 en faveur du Sherman, pourtant inférieur. Cela n'avait aucun sens sur le papier. Mais la guerre ne se fait pas sur le papier. Elle se fait dans le brouillard, dans la boue, dans les embuscades, par des hommes qui réfléchissent vite et se parlent. Et dans les champs autour d'Haraucourt, le mythe de la supériorité des chars allemands est mort dans le feu et l'acier. Les Américains n'ont pas seulement survécu, ils ont dominé. Pourquoi ça a marché? Fin septembre 1944, 2 choses étaient claires. Premièrement, la bataille d'Haraucourt était une victoire américaine éclatante. Deuxièmement, elle n'aurait pas dû avoir lieu, pas selon les calculs. Sur le papier, le Sherman était toujours inférieur. Blindage plus fin, canon plus court, portée plus faible. Contre un Panther en terrain découvert, il n'avait aucune chance. Alors, comment a-t-il gagné? Parce que la guerre n'est pas décidée par des spécifications. Elle est décidée par l'exécution. Et Haraucourt a prouvé que 5 avantages clés, aucun d'entre eux techniques, avaient fait pencher la balance. Premièrement, l'entraînement. La 4e division blindée n'était pas composée de novices.
Ils combattaient depuis la Normandie. Ils avaient survécu aux combats du bocage, aux embuscades rapprochées et à des mois d'attrition brutale. Ils avaient appris à travailler ensemble, peloton par peloton, équipage par équipage. Les brigades Panzer allemandes qu'ils affrontaient étaient fraîchement assemblées. La plupart des équipages n'avaient que quelques semaines d'entraînement. Beaucoup n'avaient jamais tiré un coup de feu au combat. Ils ont été précipités au front avec de nouveaux chars, de nouveaux commandants et sans le temps d'apprendre. L'expérience a vaincu le matériel. Deuxièmement, la tactique. Les Américains se sont adaptés. Ils n'ont pas combattu les Panthers de front. Ils les ont flanqués. Ils ont tendu des pièges. Ils ont utilisé le terrain. Ils se sont repositionnés constamment. Chaque Sherman qui a survécu à un combat en est ressorti plus intelligent pour le suivant. Les Allemands, en revanche, ont suivi la doctrine. Ils ont avancé en colonne. Ils se sont tenus aux formations. Ils s'attendaient à ce que l'ennemi s'enfuit ou soit submergé. Et quand cela ne s'est pas produit, ils n'avaient pas de plan B. Les États-Unis ont mené la bataille qui se déroulait réellement devant eux. Les Allemands ont mené celle qu'ils pensaient devoir gagner. Troisièmement, la communication. Chaque Sherman avait une radio. Cela signifiait que chaque chef de char pouvait parler directement à son unité. Il pouvait coordonner le tir, flanquer en temps réel, rediriger l'artillerie, avertir des embuscades et faire appel au soutien aérien. Cela a transformé des chars individuels en une force synchronisée. Les chars allemands, seuls les véhicules de tête avaient des radios. Tous les autres suivaient des signaux, des drapeaux, des gestes de la main ou suivaient simplement le char de devant. Dans un brouillard épais, sur des champs de bataille fluides, ces méthodes se sont effondrées. À Haraucourt, la radio n'était pas seulement un outil. C'était une arme. Quatrièmement, la logistique. Les Sherman étaient faciles à réparer. Les équipages pouvaient les réparer sur le terrain. Les pièces de rechange étaient courantes. Et même lorsqu'un était détruit, un autre pouvait être sorti des lignes de ravitaillement le lendemain. Le Panther? Pas si simple. Sa transmission complexe tombait souvent en panne. Il était plus difficile à réparer. Il nécessitait des mécaniciens expérimentés, et en 1944, l'Allemagne n'en avait pas assez. Chaque Panther perdu était une perte permanente. Chaque Sherman détruit n'était qu'une autre réparation. Cinquièmement, le terrain et la météo. Haraucourt n'était pas une plaine ouverte. C'étaient des collines vallonnées, des routes étroites, des bois cachés et un brouillard épais. Le même brouillard qui a cloué la Luftwaffe au sol a également effacé l'avantage de longue portée du Panther. Le combat rapproché a rendu le Sherman à nouveau mortel. Le terrain et la visibilité ont forcé un combat au couteau où le blindage importait moins et les réflexes importaient plus. Dans ces conditions, les Sherman étaient des loups. Les Panthers étaient des éléphants, grands, puissants, mais aveugles et lents à tourner. Et en 10 jours, cette différence est accumulée. Les tankistes américains, autrefois effrayés par leurs propres machines, croyaient maintenant en elles, parce que la force du Sherman n'avait jamais résidé dans son blindage. Elle résidait dans ce que vous pouviez en faire en travaillant en équipe. À Haraucourt, le piège mortel est devenu le marteau, et les Panthers, un par un, ont été écrasés. On pourrait penser qu'une bataille comme Haraucourt aurait fait les gros titres. 281 chars allemands détruits. Un ratio de pertes qui a complètement inversé la réputation du char Sherman. Une force américaine en infériorité numérique et d'armement, mais victorieuse par pure supériorité tactique. Mais en octobre 1944, presque personne n'en parlait. Les gros titres se concentraient sur autre chose, l'opération Market Garden. Le pari allié en Hollande avait échoué. Des milliers de parachutistes étaient morts ou capturés. Le plan de Montgomery de « finir la guerre avant Noël » s'était effondré. Ce désastre a absorbé l'attention de la presse et des décideurs de la guerre. Haraucourt, il a eu une brève mention dans Star and Strip, un paragraphe ou deux. Pas de défilé, pas de gloire. Le major général John S. Wood a loué ses tankistes. Patton a envoyé une recommandation. Mais au-delà de ça, le silence. Pourquoi? Parce qu'Haraucourt ne correspondait pas au récit officiel. Il prouvait que le Sherman pouvait battre le Panther, non pas par sa puissance de feu, mais par sa compétence. Il suggérait que la résistance du département de l'artillerie à améliorer le canon du Sherman aurait pu coûter des vies. Il impliquait que la doctrine avait été erronée depuis le début. Et les institutions n'aiment pas qu'on leur prouve qu'elles ont tort. Donc, la ligne officielle est restée la même. Le Sherman était adéquat. Haraucourt était un coup de chance, un engagement favorable. Les conditions nous ont simplement aidés. Aucune mention de l'entraînement, des tactiques ou des défaillances dans la planification allemande.
Juste un remaniement discret de papier et une détermination à ne rien changer d'important. La production de Sherman de 75 mm a continué. Pas de passage urgent aux variantes plus récentes. Pas de révision tactique radicale. Même dans les rangs, le mythe a persisté. Les équipages de Sherman dans d'autres divisions croyaient toujours au ratio de 5 contre 1, appelaient toujours leurs chars des briquets Ronson, supposaient toujours que s'ils rencontraient un panthère, ils mourraient les premiers. La vérité sur Haraucourt fut enterrée sous la bureaucratie, la distraction et l'orgueil institutionnel. Il faudrait des décennies pour que la véritable histoire émerge. Et en attendant, les mêmes erreurs furent commises à nouveau. Le modèle et l'avertissement. Haraucourt aurait dû tout changer. Il a montré que l'entraînement, la tactique et la communication comptaient plus que les chiffres bruts ou la puissance de feu. Que des soldats intelligents avec un équipement moyen pouvaient surpasser du matériel d'élite entre de bonnes mains. Mais ça n'a pas duré. En Corée, quelques années plus tard, des M4 Sherman ont été sortis des entrepôts et envoyés combattre des T-34 de fabrication soviétique. Une fois de plus, les équipages américains, certains ayant l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, ont tenu la ligne. Ils ont utilisé les mêmes principes, coordination, mobilité, flanquement, et ils ont gagné. Mais une fois de plus, l'histoire s'est estompée. Pendant la guerre froide, la conception des chars s'est orientée vers des canons plus gros et un blindage plus épais. Le M48, le M60. Plus de puissance, plus de complexité, mais aussi plus de problèmes de maintenance. La leçon d'Haraucourt, simplicité, coordination, expérience, fut enterrée sous l'acier. L'école des blindés de l'armée américaine a étudié Haraucourt dans les années 1950. Leur conclusion, l'entraînement était le facteur le plus important dans la guerre des chars. Mais ce rapport a été classé, oublié. Il a fallu des historiens comme Steven Zaloga des décennies plus tard pour le ramener à la lumière. Son travail dans les années 1990 et 2000 a révélé la vérité derrière les chiffres. Le Sherman n'était pas un piège mortel. Dans la plupart des batailles, il a atteint des ratios de pertes égaux ou supérieurs. Haraucourt n'était pas une anomalie. C'était le modèle. Lors de la guerre du Golfe de 1991, les États-Unis ont utilisé des tactiques modernes. Communication en temps réel, coordination écrasante, normes d'entraînement élevées. Les chars américains ont détruit plus de 2000 véhicules irakiens. Seuls 23 Abrams ont été perdus. Un ratio de perte de près de 90 contre 1. La même leçon réapprise. Même en Ukraine aujourd'hui, des chars plus anciens entrent des mains expertes tiennent tête à des machines supposément supérieures parce que la coordination, la flexibilité et le leadership comptent toujours plus que l'acier. Haraucourt n'a jamais été qu'une simple bataille. C'était un avertissement. Un avertissement que si vous oubliez le facteur humain, si vous mettez une foi aveugle dans la technologie, vous finirez par perdre. C'est arrivé en 1944. C'est arrivé à nouveau. Et cela continuera à arriver à moins que nous nous souvenions de la leçon enterrée dans le brouillard de Lorraine.